Le 1er octobre 1949, Mao Zedong, grand théoricien communiste, proclame la création de la République populaire de Chine. À Lhasa, au Tibet, on ne ressent aucune menace de la part de la Chine. Pourtant, la propagande communiste annonce déjà la libération des territoires de Chine, comme le Tibet. Ceux-ci sont des territoires qui appartiennent à la Chine et doivent être repris de gré ou de force. Suite à quelques tentatives échouées pour prendre le Tibet de manière diplomatique, le 7 octobre 1950, 3 corps d'armée chinois attaquent le Tibet sur de nombreuses frontières. Ils affrontèrent une forte résistance menée par des soldats de l'armée tibétaine, des membres de la milice des frontières et des guerriers de la tribu des Khampa. Mais malgré cela, la résistance tibétaine fut vite dépassée par la violence de l'attaque chinoise. En 11 jours, les Chinois avaient réduit à néant les 5000 hommes de l'armée tibétaine. Les protestations internationales face à l'invasion chinoise furent sans effet. L'Inde ne fit pas un geste. L'ONU ajourna la question à la demande de la Grande-Bretagne. Les États-Unis et le Népal exprimèrent leur sympathie pour le Tibet sans rien faire d'autre. Le Tibet paya alors le prix de son isolement voulu sur la scène internationale. Au lieu de s'ouvrir au monde extérieur et de forger des relations diplomatiques avec les pays étrangers, ils sont restés volontairement dans l'isolement et ont maintenu inchangé un système comparable à celui qui existait dans les pays occidentaux il y a 200 ou 300 ans. Une autre des raisons qui joua en défaveur du Tibet est celle de l'absence à cette époque du Dalai Lama. En avril 1951, le gouvernement tibétain envoya à Pékin une délégation de 5 membres dans le but de trouver une solution négociée avec les autorités chinoises. Les membres de la délégation tibétaine avaient reçu des instructions très précises avant de partir pour Pékin. Ils devaient rester fermes sur l'indépendance du Tibet. Toutefois, s'il n'y avait pas d'autre issue possible, ils pouvaient reconnaître la souveraineté de la Chine, mais sous les conditions suivantes. Le Tibet jouirait d'une indépendance interne, les troupes chinoises ne stationneraient pas au Tibet, l'armée tibétaine serait responsable de la défense, le service de sécurité de représentants chinois à Lhasa ne devait pas compter plus de 100 hommes, le représentant chinois devait être bouddhiste. En mai 1951, la délégation tibétaine signa l'accord en 17 points. Dans cet accord, il est dit que, à l'intérieur de cette grande famille de toutes les nationalités de la République populaire de Chine, une autonomie régionale nationale sera exercée dans les territoires où les minorités nationales sont concentrées. Cet accord, marquant l'entrée du Tibet au sein de la République populaire de Chine, fut évidemment immédiatement rejeté par les autorités tibétaines dès qu'elles en prirent connaissance. Les membres de la délégation ayant été manipulés. Pour la Chine, ce document est depuis lors valable et représente l'accord scellé de plein gré par leurs représentants du gouvernement tibétain avec les autorités chinoises. La révolution culturelle débuta peu après. Des milliers de temples furent détruits ou brûlés. Les moines et moniales furent violentés, le peuple tibétain plongé dans la misère. Le Dalai Lama se rendit à Pékin pour discuter de la mise en place d'un comité autonome du Tibet, censé définir les nouvelles attributions et responsabilités de chacun. Ce comité devait être composé de 51 membres, tous tibétains sauf 5. En avril 1956, le comité fut inauguré. Sur papier, ses attributions paraissaient acceptables, mais il s'avéra vite qu'il n'était qu'une façade. En réalité, tout le pouvoir était détenu par les Chinois, par le biais d'un autre organe appelé le Comité du Parti communiste au Tibet. La révolte de 1959 était annoncée. Il y eut plusieurs révoltes de la part des Tibétains et une guérilla se forma pour contrer les Chinois. La rébellion prit une telle importance qu'elle intéressa les États-Unis. Le gouvernement américain était alors fermement opposé au Parti communiste chinois et son plus vif désir était d'effacer ce mal rouge d'Asie. C'est dans ce but que la CIA mit en place en 1957 une opération appelée Garden, une des plus incroyables opérations menées par les services secrets américains en Asie pour créer des guerriers d'élite pour combattre les Chinois. Le tout tomba à l'eau et la violence des Chinois s'accentua. Un combat entre des civils tibétains et 40 000 Chinois surarmés
Suite à ce bain de sang, les choses se calmèrent. Les actes indépendantistes étaient plus isolés et plus pacifiques. Mais la tension était toujours palpable. Les Chinois étaient de plus en plus nombreux au Tibet et en 1987, le tout explosa. Après la mort de Mao Zedong, fut initiée en Chine la politique de réforme et d'ouverture de Deng Xiaoping. Le mouvement de décollectivisation rendit les terres aux paysans. Le contrôle sur la religion et les activités de chacun s'amoindrit et les Tibétains eurent l'impression d'un nouvel espace de liberté. Ils profitèrent de la situation pour exprimer leur refus de la domination chinoise. Le 21 septembre 1987, le Dalai Lama exposa au Congrès américain une proposition de paix appelée Plan de paix en 5 points, demandant non plus l'indépendance totale du Tibet, mais une réelle autonomie. Ceci fâcha les autorités chinoises, alors aux prises avec des troubles intérieurs. En septembre et octobre, les manifestations anti-chinoises se multiplièrent à Lhasa. Le 1er octobre, une de ces manifestations dégénéra en émeute, faisant plusieurs morts, tibétains et chinois. Mais cette violence n'arrêtait pas le mouvement et des autres manifestations suivirent. Le gouvernement chinois prit alors des mesures de sécurité et ferma sa frontière avec le Népal le 8 octobre. Quelques mois plus tard, la révolte reprit de plus belle, à l'occasion du festival du Monlam Chenmo, la plus importante fête religieuse du Tibet. 25 000 fidèles étaient rassemblés sur l'esplanade du Jokhang à Lhasa, où devait être organisée la cérémonie religieuse. Mais vers 9h50, des moines s'emparèrent du micro pour hurler des slogans anti-chinois. Ils furent suivis par les fidèles qui jetèrent bientôt une pluie de pierres sur les officiels chinois présents. La police répliqua armée de mitraillettes et 6 000 Tibétains affrontèrent les Chinois l'après-midi durant. Les Tibétains dénombrèrent 8 morts. C'est un an plus tard, le 5 mars 1989, que se joua le dernier acte de la révolution tibétaine qui enflamma la fin de la décennie 80. Encore une fois, des lamas et moniales se réunirent sur les marches du Jokhang, accompagnés de centaines d'habitants de Lhasa, pour dénoncer la domination chinoise. La police chinoise n'hésita pas à faire feu sur la foule, mais cette fois sous l'œil des témoins occidentaux qui assistèrent à la scène. Pékin décidant pour la première fois l'instauration de la loi martiale à Lhasa. Elle comportait les dispositions suivantes: couvre-feu, interdiction de meetings, défilés, grèves, pétitions et rassemblements de toutes sortes, nécessité d'une autorisation spéciale pour toute personne désireuse d'entrer dans la zone soumise à la loi martiale, confiscation de toute arme et munitions possédées illégalement, autorisation accordée aux services de sécurité de fouiller toute personne suspecte et tout lieu susceptible d'abriter des criminels, autorisation accordée aux forces de l'ordre d'arrêter tout fauteur de troubles et de prendre toute mesure appropriée contre ceux opposant une résistance. La sévérité de cette loi martiale empêcha toute révolte